La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Gérard Charras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le ministre, en cette fin novembre, les avis d'imposition nationaux, locaux sont tous tombés. C'est le temps pour les Français de faire leurs comptes. Certains ont la chance de pouvoir apporter, sans grand dommage personnel, leur pierre à la remise en ordre des comptes de notre pays. Ils ont ainsi commencé de payer la lourde facture laissée par la précédente majorité. Mais il y a aussi ceux qui peinent et que la conjonction de mesures met dans une situation difficile. Je veux parler aujourd'hui de la suppression de la demi-part, dite demi-part des veuves. Ce dispositif rétablit une forme d'équité en matière d'impôt sur le revenu, mais il provoque une modification conséquente du revenu fiscal de référence pris en compte pour les abattements sur les taxes locales en particulier. Cela fait, tous les parlementaires qui reçoivent leurs concitoyens le savent bien, que le taux d'imposition marginal de certains contribuables modestes a bondi. Il a parfois atteint, et c'est l'objet de ma question, des niveaux incompatibles avec l'équité, justement, lorsqu'il frôle les 25% pour des revenus inférieurs à 12 000 € annuels, par exemple. Ma question est donc simple. Envisage-t-on un dispositif pour contenir le taux d'imposition de ces contribuables très modestes et souvent âgés dans la sphère du raisonnable? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le député. Merci de cette question qui souligne combien, Monsieur Charras, combien plusieurs années après qu'une décision a été prise, elle peut continuer à avoir des effets iniques sur l'ensemble de la population. Car la suppression de la demi-part des veuves, vous le savez, elle date de 2008. Et elle a des effets pendant 5 ans, jusqu'à l'année 2013, c'est-à-dire jusqu'à l'avis d'imposition payé en 2014. Les conséquences de 2008 se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Chacun doit l'avoir en tête. Pourquoi n'avons-nous pas pu revenir en 2012 sur ce sujet? Parce que le mouvement avait été commencé. Et si on avait arrêté en cours de route, on aurait créé des injustices encore plus grandes que celles qui avaient été causées par la majorité précédente. Mais que faisons-nous? Que faites-vous, puisque ça a été proposé au Parlement et que le Parlement l'a voté? Premièrement, allez, retrouvons notre calme légendaire. Vous avez voté la suppression de l'effet sur la taxe d'habitation. Parce que parfois, à cause de cette suppression de la demi-part de veuves, les veuves ou les veufs en question payaient de la taxe d'habitation alors qu'ils n'en payaient pas auparavant. Vous avez neutralisé cette conséquence qui était une conséquence néfaste. Deuxièmement, vous avez décidé pour 2014, et c'est applicable sur les avis de cette fin d'année 2014, d'apporter, on va dire pour une veuve, 350 € de diminution d'impôt ou de suppression d'impôt. Troisième chose, vous avez décidé de continuer ce mouvement et pour l'année prochaine, pour 2015, dans tout le bas de barème, de faire en sorte que tout particulièrement ces Français et ces Françaises qui se sont mis à payer plus d'impôts à cause des votes de 2008 en soient aujourd'hui exonérés. Vous réparez en ce moment les inégalités créées hier. On va essayer de retrouver un peu de calme pour donner un peu plus de décence à nos questions, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Gabriel Servire. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le ministre, sans douter de votre volonté de trouver des solutions pérennes à la crise économique que traverse notre pays, permettez que j'attire votre attention sur les interrogations de certaines professions réglementées quant aux conséquences de votre projet de loi relatif à la croissance, l'activité et les chances économiques. En effet, s'il nous semble louable d'adapter aux évolutions sociales et économiques les modalités d'exercice de certaines de ces professions, il nous paraît tout aussi judicieux de nous entourer des précautions suffisantes pour éviter que ce projet n'aboutisse à des résultats contraires à nos espérances. Afin d'illustrer mon propos, je voudrais évoquer
les inquiétudes manifestées par les 163 bâtonniers de France et d'outre-mer qui en appellent aujourd'hui à l'arbitrage du Premier ministre. Monsieur le ministre, croyez qu'au-delà des intérêts particuliers d'une seule profession, dont la réputation ne reflète pas fidèlement les difficultés, c'est la question même de l'accès de nos concitoyens à une justice indépendante et équitable qui sera posée lors de la manifestation du 10 décembre prochain. Dans ce contexte, que répondre à certains territoires d'outre-mer déjà sévèrement touchés par la difficulté d'accéder aux droits en raison de contraintes réglementaires ou géographiques qui génèrent de véritables déserts juridiques? Les conséquences de ce projet, notamment sur la justice rendue en Guyane, dont on connaît le déficit d'image malgré ses nombreux atouts, ne feront qu'exacerber les problématiques déjà rencontrées par les justiciables à cause du manque de magistrats, alors que des postes restent encore vacants. En cela, reconnaissant que nous n'avons pas été aidés par la déclaration d'un de nos collègues, dont la Guyane attend toujours des excuses, puisqu'il a proposé de rétablir le bagne à Cayenne pour accueillir les djihadistes français. Aussi, Monsieur le ministre, face à tant d'incertitudes, je vous prie de bien vouloir nous préciser les dispositions envisagées afin que les effets de ce projet de loi ne soient pas opposés aux intérêts des justiciables. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour votre question. Je veux ici lever, une fois encore s'il était besoin, quelques malentendus. Le premier, et c'est, si je puis dire, le plus important, ce à quoi Christiane Taubira comme moi-même tenons tout particulièrement, s'il s'agit d'ouvrir certaines professions, et en particulier professions réglementées, et donc d'introduire plus d'innovation, plus de concurrence, en aucun cas il ne s'agit de revenir sur la sécurité juridique et ce qui constitue la sécurité juridique dans notre pays, d'aucune façon que ce soit, et nous y veillerons. Le deuxième point, c'est que j'ai le sentiment que dans les manifestations qui peuvent aujourd'hui s'organiser, il y a beaucoup de confusion entre la réforme de l'aide juridictionnelle, entre les nouvelles astreintes que nous demandons, c'est tout à fait exact, aux professions du droit et en particulier aux avocats, et à la réforme en particulier des professions réglementées ou ce qui pourrait être inscrit dans le projet de loi pour l'activité et pour la croissance. Et donc je crois qu'il convient, sur ce sujet comme sur d'autres, de garder l'esprit de distinction et d'avoir bien en tête ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et ce qui est dans un texte ou ce qui ne l'est pas. Le troisième point, il y a pu avoir des fuites. Je les regrette, ça n'est pas ma manière de travailler. Il y a un travail qui continue et il continuera jusqu'au dépôt en Conseil de ministres de ce qui sera le projet du gouvernement. Aujourd'hui, je ne connais pas le projet du gouvernement. Nous sommes encore en train de le travailler. Avec Christiane Taubira, nous avons commencé à faire des consultations. Elles continuent, ma porte est toujours ouverte pour les professions du droit et elles le resteront jusqu'au dernier moment. Enfin, et surtout, pour ce qui concerne les avocats, nous proposons l'ouverture du capital des différentes sociétés d'avocats entre professions du droit et du chiffre, ce qui n'est pas une libéralisation et ne doit pas les inquiéter. Et pour ce qui est de la réforme de la postulation territoriale que nous envisageons, qui peut être un sujet d'inquiétude, aujourd'hui nous réfléchissons à une postulation au niveau de la Cour d'appel, et donc c'est bien Cayenne dans l'espèce qui serait préservée, mais en aucun cas un détricotage du maillage territorial ou des équilibres du territoire tels qu'ils sont aujourd'hui constitués. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les territoires ruraux, leurs spécificités et leur développement économique sont totalement oubliés dans la réforme territoriale. Il est temps de donner une réelle chance à la ruralité. Elle a aussi ses atouts. Cette réforme a pour ambition d'être le pilier du redressement du pays. Elle ne peut se faire en oubliant 80% du territoire qui compte 20% de la population. De plus, avec la baisse drastique des dotations aux collectivités locales, l'existence même des communes rurales et la proximité que réclament nos concitoyens sont remises en cause. Monsieur le Premier ministre, à quand la simplification des normes pour les territoires ruraux? Il est impératif d'adapter à ces territoires les normes qui ont été faites pour le monde urbain, notamment en matière d'accessibilité, de sécurité et environnementale.
nous devons faire des économies. Oui, faisons-en et simplifions. Toute réforme territoriale doit se faire en tenant compte de la spécificité des territoires. Toute réforme territoriale doit inclure les territoires ruraux et leurs besoins. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple et j'attends cette fois-ci une réponse claire. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour les territoires ruraux? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. S'il vous plaît. Il n'y a aucune raison d'avoir ce genre de Merci, réaction. Monsieur le Président, Aucune. Monsieur le député. Concernant, et nous en discutions il y a de ça moins d'une heure et demie avec l'Association des maires de France, l'ensemble des maires ruraux sont très attachés à plusieurs facteurs d'abord. Concernant les intercommunalités, le Premier ministre l'a réaffirmé dans les Hautes-Pyrénées lundi après-midi, les seuils concernant l'intercommunalité seront adaptés au milieu rural, en prenant des choses simples, la densité démographique, la géographie bien évidemment, mais aussi la distance entre la commune siège et les communes les plus éloignées. C'est une première réponse qu'attendaient les maires ruraux. La seconde réponse, c'est de leur permettre de donner accès pour leur population à des services qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'intercommunalité est importante et c'est pourquoi nous créons, dans le projet de loi qui est sur la table, la compétence solidarité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, nos territoires ruraux manquent souvent de cadres pour répondre à des manifestations d'intérêt comme l'a fait Sylvia Péniel sur les maisons de services ou les bourgs-centres. Et donc, nous devons être attentifs à ce rendu de l'ingénierie sur nos territoires ruraux. Et troisièmement, nos territoires ruraux ont besoin de la réforme de la DGF. Nous allons au bout de la péréquation, ouverte avec l'autre majorité il y a de cela quelques années. Nous allons aller au bout. Ce n'est pas suffisant. Il faut que dans l'assiette des dotations puissent figurer, monsieur le député, vous avez raison, dans l'avenir, les mètres carrés précieux agricoles, protection des captages, zones naturelles, forêts, tout autant qui sont nécessaires à l'intérêt général. Merci Madame. La parole est à Monsieur Philippe Doucet. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, la Commission européenne vient de présenter les grandes lignes de son plan d'investissement. 315 milliards d'euros pour relancer la croissance et l'emploi en Europe. Cette annonce constitue un tournant historique pour l'Europe. Derrière les chiffres et les mécanismes de ce plan d'investissement, il y a un message fort. Les Européens reprennent les choses en main. Nous nous donnons les moyens financiers d'agir, de transformer la société européenne, d'aller chercher l'emploi dans les secteurs les plus prometteurs de notre économie, le numérique, la transition énergétique, la recherche et développement. Contraints par la crise financière, nous avons réussi l'union bancaire à laquelle personne ne croyait. Menacés par la déflation, nous avons vu la Banque centrale européenne prendre des positions inimaginables il y a encore quelques années en intervenant massivement pour soutenir la monnaie unique. Aujourd'hui, l'Europe fait un pas de plus, un grand pas, pour retrouver le chemin d'une croissance durable, mais aussi, et c'est là je crois l'essentiel, pour renouer le lien de la confiance avec les peuples de l'Union européenne, pour dire aux Européens, nous sommes conscients des attentes, nous sommes conscients des défis, nous agissons pour y répondre. Comment ne pas voir dans ces 315 milliards la marque de l'action de la France depuis 2 ans et demi? Sous l'impulsion du président de la République François Hollande, notre pays n'a eu de cesse d'appeler à une réorientation des choix économiques de l'Europe pour soutenir l'investissement et l'emploi. Si nous avons pu convaincre nos partenaires et créer les conditions de ce virage historique, c'est aussi grâce aux réformes soutenues par notre majorité et à la crédibilité retrouvée de la parole de la France après une décennie marquée par les promesses non tenues. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser les contours, le calendrier et les principaux chantiers visés par le plan d'investissement de la Commission européenne? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Doucet, Mesdames, Messieurs les députés. Le plan qui vient d'être annoncé par Monsieur Juncker au nom de la Commission est une bonne nouvelle pour l'Europe et une bonne nouvelle pour la France. C'est un plan qui est bienvenu, un plan d'investissement. C'est d'investissement dont l'Europe et la France manquent aujourd'hui.
Si je regarde le niveau des investissements publics ou privés, en 2007, avant la crise, et aujourd'hui, en Europe, il y a 16% d'investissements en moins. Si on veut trouver une des causes principales de la trop faible croissance aujourd'hui en zone euro et en France, c'est le défaut d'investissement. Il fallait donc, au niveau européen, un plan d'investissement qui soit à la mesure du problème. C'est le cas, tant mieux. La France, vous l'avez souligné, le demandait depuis des mois et des mois. Cela vient, il n'y a aucune raison de bouder notre plaisir. D'autant plus que ce plan d'investissement est tourné vers les secteurs qui nous paraissent être les secteurs d'avenir, les secteurs décisifs, des infrastructures de transport, mais aussi des infrastructures dans le domaine du numérique, mais aussi le financement de la transition énergétique pour permettre à des énergies nouvelles de se mettre en place, pour permettre des isolations de bâtiments de se mettre en place plus rapidement encore. Derrière tout cela, il y a aussi de l'activité et de l'emploi. C'est une bonne base qu'il faut améliorer. Il faut travailler dans les semaines qui viennent pour que les choses aillent vite. Nous ne voulons pas des investissements pour 2017, nous voulons des investissements pour 2015 et que ce soit concret et que ce soit des projets qui sont parfois des projets prêts aujourd'hui en France qui puissent être financés par le biais de ce plan d'investissement au niveau européen. C'est le début d'une capacité de reprise de notre activité qui est indispensable pour recoudre le tissu économique, recoudre le tissu social et retrouver confiance en l'avenir. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Arlette Groscoste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie également. C'est vrai, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, présente ce jour devant le Parlement européen un plan d'investissement de 315 milliards d'euros destiné, comme vous l'avez dit, à relancer un certain nombre de projets jugés stratégiques. Compte tenu des difficultés financières de nombreux États membres et de celles de la Commission, M. Juncker compte financer ce plan par une première mise de fonds de 20 milliards d'euros, alimentée par la Banque européenne d'investissement et complétée par des financeurs publics et privés, l'effet de levier pouvant être de 1 à 15 compte tenu d'une forte épargne disponible. Nous pouvons nous féliciter de la volonté de l'Union européenne de soutenir une croissance vacillante dans la zone euro. Néanmoins, plusieurs questions se posent. La France participera-t-elle à ce tour de table, quand bien même Bruxelles émet des doutes sérieux sur la fiabilité de notre budget? Comment la France compte-t-elle apporter son concours financier alors que notre déficit est abyssal, que nos recettes fiscales sont en baisse constante et que nous sommes toujours dans l'attente de véritables baisses de la dépense publique? Parmi les financeurs, la Caisse de dépôt a été mentionnée. Il est regrettable que les parlementaires qui siègent à la commission de surveillance n'en aient eu connaissance qu'à travers la presse. Si cette information est confirmée, quelle sera l'incidence des fonds prêtés sur les fonds propres de la Caisse, sur son modèle prudentiel et sur sa stratégie d'investissement? Et in fine, quelle sera l'articulation de ce plan d'investissement avec nos PIA? Ces derniers seront-ils abondés ou au contraire, les crédits PIA non consommés profiteront-ils à ce projet? Merci Madame. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, le constat que vous faites sur le plan d'investissement qui a été proposé ce matin, annoncé par le président Juncker devant le Parlement européen, est un constat tout à fait factuel, juste et qui retranscrit l'exactitude des chiffres. Je crois que le premier point, c'est qu'on doit en effet s'en féliciter parce qu'il a eu le courage, alors même qu'il faisait campagne pour la présidente de la Commission, d'avoir ce geste, cette volonté qui n'était pas jusqu'alors portée par la Commission elle-même, de relancer l'investissement. Car comme le disait il y a un instant mon collègue Michel Sapin, c'est 1 000 milliards d'euros de besoins d'investissement public et privé dont nous avons besoin au niveau européen. Le deuxième point, vous l'avez très bien dit, il s'agit à la fois d'argent public et d'argent privé, et il s'agit d'endettement et de fonds propres. Et c'est là où, sans doute, sur la base qui a été proposée par le président Juncker ce matin, nous pouvons travailler et faire mieux. Pourquoi? Parce qu'il est à noter qu'il y a encore beaucoup d'argent qui se fera à travers le levier de l'emprunt, qu'il y a beaucoup d'argent qui est pris sur des budgets existants et qu'il y a une très forte mobilisation d'argent privé
autour de la table. Sans doute pouvons-nous faire un peu mieux et accroître la solidarité financière entre États membres pour le compte de l'investissement. Et pour les projets en termes de numérique, en termes de transition énergétique, de recherche et développement et d'éducation, je crois que les États européens doivent faire mieux et ce sera l'objet du Conseil européen de décembre. Cette proposition est une proposition de base qu'il faut améliorer. Enfin, j'ai découvert, comme vous, la présence de la Caisse des dépôts comme étant citée ce matin. C'est une proposition qui a été faite. Nous allons regarder techniquement comment cela fonctionne. D'évidence, la commission de surveillance sera saisie. Mais d'évidence, tout cela se fera dans les règles de l'art. Nous devons préparer pour le mois de décembre ce plan. Ce n'est qu'un début de proposition. Merci. La parole est à Monsieur Éric Alauzet. Monsieur le ministre des Finances, Jean-Claude Juncker a annoncé aujourd'hui que d'ici l'été prochain, l'Europe réunira 21 milliards d'euros, dont 16 milliards issus du budget de l'Union européenne, avec pour objectif de mobiliser et garantir 315 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans. Alors que nous croulons sous les dettes et que les déficits restent élevés, il est impératif de sélectionner les projets dans lesquels l'Europe investira avec beaucoup plus d'attention que cela n'a été le cas dans le passé. On se souvient du plan d'investissement lancé en 2010 par le précédent gouvernement qui n'a relancé l'activité que temporairement et a creusé considérablement les déficits. Trop de projets s'avèrent beaucoup plus coûteux que prévu et entraîne sur les décennies qui suivent des dépenses 2 à 5 fois plus élevées que la dépense initiale. Le rapport récent de la Cour des comptes sur les lignes à grande vitesse est de ce point de vue édifiant. La LGV Rhin-Rhône connaît un trafic de voyageurs et une rentabilité très inférieure aux prévisions. Au contraire, la rentabilité des investissements en faveur de la transition énergétique est connue et assurée à court terme. Grâce aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables, la facture énergétique diminue et ces projets s'autofinancent. Ils ont donc peu d'impact sur les déficits. En conséquence, la transition énergétique doit être considérée non pas comme un projet parmi d'autres, mais comme le cœur de la politique d'investissement. À la veille de la conférence environnementale, au moment où le président de la République réaffirme son intérêt pour la transition écologique, Monsieur le ministre, sommes-nous prêts à faire valoir, au niveau de l'Union européenne, la priorité d'investissement en faveur d'un grand chantier européen constitué de millions de petits projets de travaux dans les logements et les bâtiments? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Alauzet, Mesdames, Messieurs les députés, c'est la troisième question qui est posée par un troisième groupe sur ce sujet. Cela prouve l'importance de la proposition qui a été faite ce matin par Monsieur Juncker. Après, c'est son contenu aussi qui est décisif. Il faut que le paquet soit agréable, mais il faut que le contenu soit pertinent, et c'est la question que vous me posez. Oui, il faut financer, avec un mécanisme auquel le ministre de l'économie a décrit. Il faut financer en mobilisant le plus possible d'argent nouveau, pas en recyclant de l'argent qui était prévu éventuellement sur d'autres lignes et qui ne permettrait pas, à partir de là, d'apporter plus d'activité à l'ensemble de nos économies de la zone euro. Mais il faut bien choisir les bons projets. Et qu'est-ce qu'un bon projet? C'est un projet qui est lui-même porteur de cet avenir que nous voulons, meilleur pour chacun d'entre nous, mais meilleur aussi pour l'ensemble de la planète. Et la question de la transition énergétique est évidemment au cœur des propositions que nous devons faire en France comme dans les autres pays pour bénéficier de ces financements qui ont été annoncés ce matin par M. Juncker. Je suis attentif, nous serons attentifs, nous mettons en place les procédures pour que ce soit premièrement beaucoup de PME, PMI qui puissent bénéficier de ce dispositif de financement. Parce que c'est ce tissu des PME, PMI sur l'ensemble du territoire français, l'ensemble du territoire européen, qui peut permettre de redonner de la vie, de l'activité, de l'emploi dans toutes les zones, y compris dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, souvent éloignées de l'activité. La deuxième chose à laquelle il nous faut être attentifs, ce n'est pas une histoire de gros projets. Il peut y avoir quelques grands projets, d'ailleurs porteurs, du point de vue de la transition énergétique, en mettant en place des types de transports différents qui sont plus économes du point de vue énergétique. Mais je suis attentif à ce que le développement de la transition énergétique permette de mobiliser aussi beaucoup de petits projets. Voilà la direction dans laquelle nous nous lançons pour être efficace et immédiat. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier, l'hémicycle a été le théâtre d'une nouvelle attaque contre les familles. Et de quelle manière?
En effet, depuis 2 ans, on assiste à un vrai matraquage en règle contre les familles. Dois-je vous rafraîchir la mémoire? Les baisses du quotient familial, la modulation de l'allocation de la PAJE pour certaines familles, la baisse du complément libre choix d'activité, le partage imposé du congé parental entre les 2 parents, la fiscalisation des majorations de retraite versées aux parents ayant eu ou élevé 3 enfants. Et maintenant, vous vous attaquez aux allocations familiales elles-mêmes en les modulant. Vous mettez ainsi fin au principe de l'universalité, de la solidarité et de l'égalité, principe de base de notre politique familiale mise en place en 1945. On considérera désormais que les enfants qui naissent ne sont pas égaux. Cette mesure, très contestée et contestable, n'est passée qu'à l'arraché hier, à égalité des voix même, et encore après une demande de suspension de séance pour mobiliser vos troupes. Où est la politique d'apaisement? Vous ne faites que fracturer les Français. Monsieur le Premier ministre, quand ferez-vous les réformes indispensables à notre pays, les réformes justes, au lieu de rendre la vie plus difficile aux familles qui n'en ont guère besoin? Au lieu de travailler à l'avenir de notre pays, vous frappez les enfants qui sont la garantie de cet avenir. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, oui, le gouvernement affirme avec cohérence, force et détermination ses choix en matière de politique familiale. Et hier, grâce à la majorité, nous avons voté, vous avez voté, une réforme résolue de justice et de progrès, malgré les tentatives d'obstruction qui ont été les vôtres. Parce que où est l'esprit de responsabilité, monsieur le député? Où est l'esprit d'apaisement que vous invoquez? Où est l'esprit de rassemblement dont vous vous prévalez? Lorsque l'on a vu certains des plus hauts responsables de votre parti être en embuscade derrière la salle de votre groupe pour tenter de renverser la position gouvernementale. Je veux le dire, le gouvernement avance avec force. S'il vous plaît. Et le gouvernement réforme d'une manière juste avec la volonté du progrès. Parce qu'il est juste que toutes les familles de notre pays soient soutenues et accompagnées, et c'est le choix de l'universalité. Parce qu'il est juste que les familles des classes moyennes soient davantage aidées que les familles aisées. Et c'est le choix de la modulation qui a été fait par le gouvernement. Et parce qu'il est juste, oui, il est juste que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale soit renforcée. Et c'est pourquoi le gouvernement fait le choix d'un plan de places de crèche résolu et ambitieux. Alors, monsieur le député, vous pouvez choisir le recul en arrière, choisir de renvoyer les familles à ce qu'elles ne veulent plus être. Nous faisons le choix de la justice et du rassemblement, et c'est ce qu'attendent de nous les Français. Merci. La parole est à Monsieur Christophe Castaner. Merci, Monsieur Ça y est, le on Président. est passé à une autre question, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Pour le général de Gaulle, l'épargne salariale était, je cite, la participation des salariés aux fruits de l'expansion. Elle concerne aujourd'hui 11 millions de salariés, porte sur plus de 100 milliards d'encours financiers et chaque année, ce sont environ 15 milliards qui sont distribués. Toutefois, elle reste complexe, peu diffusée dans les TPE et les PME. Elle peut être source d'inégalités entre les salariés. Ainsi, 10% des bénéficiaires captent 57% des fonds. Érigée en priorité par le président de la République afin, je cite encore, de mieux associer les cadres et les travailleurs aux résultats des entreprises, elle a fait l'objet d'un important travail au sein du COPIESAS, dont le Premier ministre m'a confié l'animation. 3 objectifs ont guidé nos travaux. Réfléchir à la simplification de l'épargne salariale, favoriser son élargissement, garantir un meilleur financement de l'économie réelle, tourné vers les PME et socialement responsable. J'ai eu ce matin l'honneur de vous remettre, ainsi qu'à messieurs les ministres des Finances et de l'Économie, les 31 propositions élaborées par ce Conseil, composé d'experts et de l'ensemble des partenaires sociaux. Les enjeux sont cruciaux. L'épargne salariale s'inscrit pleinement dans les engagements pris par le gouvernement vers les entreprises, notamment avec le pacte de responsabilité et de solidarité. Parce qu'elle invite à renforcer le lien qui unit le salarié avec son entreprise, elle est une réaffirmation forte de l'importance du dialogue social.
La première richesse de l'entreprise, ce sont ses salariés. Une entreprise qui associe ses salariés à ses performances est plus compétitive. Non seulement l'épargne salariale est synonyme de compétitivité et d'efficacité, mais elle porte en elle-même la justice sociale. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, il ne s'agit pas de procéder à quelques ajustements, mais de porter une réelle réforme de l'épargne salariale. Aussi, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous préciser quelle est la volonté du gouvernement concernant la mise en œuvre de cette réforme structurelle, tout en garantissant le dialogue social, condition essentielle de cette mise en œuvre? Je vous remercie. Merci Monsieur Castaner. La parole est à Monsieur le Ministre François Rebsamen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député et vice-président du COPIESAS, Christophe Castaner, nous avons eu effectivement le plaisir de vous accueillir ce matin au ministère du Travail avec mes collègues Michel Sapin et Emmanuel Macron pour la remise du rapport du COPIESAS sur la réforme de l'épargne salariale. Il est vrai que ce rapport très intéressant comporte, vous l'avez signalé, 31 propositions. Et je voudrais saluer ici tout à la fois la qualité de ces propositions, mais aussi la rapidité avec laquelle vous avez effectué ces travaux. Conformément aux orientations que lui avait données le gouvernement, ces recommandations visent à rendre l'épargne salariale plus simple et plus attractive pour les entreprises et leurs salariés, et cela, je l'ajoute, quelle que soit leur taille, et permettre en la matière une meilleure contribution de cette épargne, bien sûr, au développement de l'économie. Nous disposons désormais, grâce à ces travaux, d'une solide base pour préciser le contenu de cette réforme. S'ouvre maintenant le temps, Monsieur le député, le temps du dialogue social, car l'épargne salariale est certes un enjeu de performance économique, individuelle et collective, bien évidemment, mais c'est surtout un enjeu majeur pour les relations dans l'entreprise et au-delà. À ce titre, le gouvernement va donc consulter et prendra en compte la délibération ou l'intention de délibérer, en tous les cas exprimée par les partenaires sociaux à l'occasion de la grande conférence sociale de juillet. Et c'est donc sur la base du rapport du COPIESAS, de la délibération des partenaires sociaux, que le gouvernement précisera les éléments de la réforme de l'épargne salariale qui pourrait être intégré en début d'année au projet de loi activité. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Premier ministre, j'aurais pu m'adresser au ministre des Affaires étrangères parce qu'il y a des aspects relations internationales dans cette question, mais il y a aussi des aspects de sécurité intérieure et donc j'aimerais bien avoir votre réponse sur ces deux points. Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a choisi d'inscrire à l'ordre du jour un projet de résolution tendant à reconnaître l'État palestinien au motif qu'il faudrait prendre une initiative pour relancer le processus de paix. Comment peut-on imaginer que le vote d'une résolution ici puisse relancer le processus de paix alors que la confusion règne et que le mouvement terroriste Hamas continue de diriger la bande de Gaza? Par ailleurs, l'autorité palestinienne entretient des relations plus qu'ambiguës avec le Hamas et vous le savez. La création d'un État palestinien est souhaitable, mais à certaines conditions. La fin de la violence, la reconnaissance de l'État d'Israël et le respect des conventions internationales. Ceci n'est hélas pas le cas jusqu'à présent. Enfin, deux remarques. La Suède a reconnu l'État palestinien il y a quelques jours pour favoriser la relance du processus de paix. Quelques jours seulement après, un attentat palestinien salué par le Hamas et le djihad islamiste assassinait lâchement de nombreux innocents dans une synagogue de Jérusalem. Enfin, la France est le pays qui compte la plus grande communauté juive et la plus grande communauté musulmane en Europe. Une telle décision risque, et vous le savez, de raviver les tensions communautaires que nous avons pu constater ces derniers mois et fragiliser la paix sociale de notre pays. Pour toutes ces raisons, laissez-moi parler, pour toutes ces raisons, alors que l'autorité palestinienne a demandé le retrait de la reconnaissance auprès de l'ONU, je vous demande ce que vous entendez faire pour empêcher le vote d'une telle résolution. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le député Rudy Sall,
Je pense que sur cette question très difficile, très sérieuse, qui est la situation en Palestine, la situation en Israël, il faut que les uns et les autres, quelles que soient par ailleurs nos convictions, nous fassions le maximum, et c'était le sens de votre question, pour ne pas importer, je reprends vos termes, ce qui se passe là-bas, ici. Maintenant, je vais essayer de vous répondre sur le fond, sachant que vendredi, il y aura un débat à l'initiative du groupe socialiste. Sur le principe même des deux États, la position constante des gouvernements successifs de la République française a été de dire que, oui, Israël et la Palestine ont droit chacun à un État. C'est clair. Et il est évident, et c'est un point sur lequel nous nous retrouvons, que ce n'est pas parce qu'il y aura ou il y aurait une reconnaissance de l'État de Palestine que la position de ceux qui, en Palestine, luttent contre Israël et ne reconnaissent pas le droit d'Israël à l'État, qu'elle aurait notre soutien. Nous sommes contre ceux, appelons un chat le Hamas, qui appellent au terrorisme. C'est clair. Maintenant, le débat entre nous est sur les modalités. Nous constatons qu'il y a des tensions extrêmes parce que le processus de paix est dans l'impasse. Et la France, qui est l'amie à la fois d'Israël et de la Palestine, veut sortir de cette impasse. J'aurai l'occasion vendredi de vous expliquer nos pistes de solution, mais je veux être clair à la fin de mon propos. Un État pour les Palestiniens, ce n'est pas un passe-droit, c'est un droit. Merci, mes chers collègues. Merci. La parole est à monsieur Alain Moine-Bressan. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à chaque séance des questions d'actualité, vous nous dites que tout va très bien, alors que la France souffre d'un endettement abyssal, que la Commission européenne nous adresse constamment des rappels à l'ordre et que les Français ne vous font plus confiance. Ne nous dites plus que c'est l'héritage. Les Français ne vous croient pas. Mesdames, Messieurs les ministres, sortez de votre tour d'ivoire comme le font les députés maires. Vous rencontrerez des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, l'espoir en berne, à la recherche d'un emploi, d'un logement ou tout simplement d'une vie décente. Vous rencontrerez des chefs d'entreprise sans carnet de commande, ne pouvant plus faire face à leur fin de mois et dont le quotidien est devenu anxiogène. Or, un chef d'entreprise inquiet, ce sont des salariés stressés, des embauches qui ne se font pas, des projets qui ne se réalisent pas. Nos chefs d'entreprise ne demandent pas l'aumône, mais simplement de ne pas avoir de charges supérieures à celles des autres pays européens, en particulier l'Allemagne. Ils souhaitent pouvoir travailler sans subir les lourdeurs administratives, les réglementations et les contraintes qui les pénalisent au quotidien. Le dispositif CICE s'est avéré une véritable usine à gaz qui n'a pas profité aux PME, qui constituent pourtant le véritable tissu économique de notre pays. Vous avez également promis un choc de simplification administrative. Là encore, rien ne s'est concrétisé. Notre pays est un grand pays qui, malgré les difficultés, a la capacité de rebondir. C'est l'entreprise qui permettra ce rebond, car elle est la source de création de richesses, d'emplois, d'intégration et d'épanouissement. Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà des affirmations purement incantatoires, libérez l'entreprise. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, redonner de la confiance, permettre aux entreprises d'embaucher, permettre aux entreprises d'investir, c'est le souhait constant de ce gouvernement et de ceux qui lui ont précédé sous l'autorité de François Mitterrand depuis mai 2012. Simplement, Monsieur le député, permettez-moi de vous dire que si à chaque instant on répète que cela ne marche pas, que tout va mal, que rien n'a été fait,
il est à peu près évident que les entreprises n'investiront pas, n'embaucheront pas et n'iront pas mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que la première règle pour réussir, c'est que nous ayons confiance en nous-mêmes. La première règle pour que nous réussissions, c'est que nous donnions de la visibilité, un cap, et qu'à chaque instant, nous rappelions collectivement, parce que ça va au-delà d'un certain camp ou d'un autre, ce qui a été fait et ce que nous voulons faire. Et je veux ici le rappeler. La première chose, depuis l'automne 2012, le CICE a été décidé. Un rapport parlementaire, comme un rapport d'experts, ont été rendus il y a quelques semaines qui montrent que le CICE est utilisé par les entreprises. Il marche. Ça n'est plus un débat politique, c'est une réalité. Plus de 75% des entreprises le savent. Donc c'est un premier point. Et preuve en est, dans les chiffres macroéconomiques, monsieur le député, le coût horaire du travail, pour la première fois depuis 10 ans, a retrouvé une dynamique favorable par rapport à l'Allemagne. Il faut s'en féliciter. On ne change pas l'économie française en un soir, mais on peut progressivement l'améliorer. Deuxième chose, de la visibilité aussi, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité. 40 milliards d'allègements de charges et d'impôts sur 3 ans. Alors il faut cesser maintenant de dire que ça ne va pas, il faut construire cette visibilité, elle a été dessinée, il faut maintenant l'exécuter, la faire vivre, et pour la faire vivre, il faut que, branche par branche, le dialogue social se construise. Parce que la condition de cette compétitivité, ce sont les allègements qui ont été décidés, ceux qui ont été votés, qui seront exécutés, et c'est le dialogue social dans chaque entreprise et dans chaque branche. Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, Sivens, ce n'est pas le seul lieu d'inadmissible affrontement contre les forces de l'ordre qui ont dramatiquement coûté la vie à un manifestant. Sivens, ce n'est pas un méga barrage, mais une très modeste retenue d'eau d'1,5 million de mètres cubes à peine, si utile et attendu tant pour le soutien à l'étiage que pour les petites exploitations, souvent bio, de la vallée. Sivens, ce n'est pas qu'une zone de non-droit où les lois de la République sont bafouées avec constructions illégales, contrôle d'identité et barrages filtrants tenus par des pseudo-milices dites zadistes. Sivens, ce n'est pas qu'une insupportable attente pour les riverains qui n'en peuvent plus de subir une telle situation. Sivens, ce n'est pas qu'une opération marquée par les relations incestueuses du Conseil général du Tarn et de la Compagnie des coteaux de Gascogne, pour un dossier pas si bien bouclé que cela, comme en attestent les menaces de l'Union européenne de ce jour sur son financement. Sivens, c'est aussi et surtout un symbole. À l'heure où le Congrès des maires se réunit, chacun doit comprendre qu'il y aura, pour tous les projets d'intérêt public et collectif du pays, un avant et un après Sivens. Tous les décideurs savent dorénavant qu'un projet administrativement, financièrement et juridiquement bordé, avec des procédures judiciaires rejetées, de par la volonté d'une minorité agissante appuyée par des casseurs, peut s'arrêter. La volonté du gouvernement de laisser pourrir la situation en nommant expert après expert, qui produisent rapport après rapport, est, comme l'a justement souligné notre collègue Jacques Valax, la pire des solutions. Les opposants l'ont parfaitement compris. Chaque jour qui passe est une perspective de reprise rapide des travaux qui s'éloignent et un utile projet que l'on condamne. Monsieur le Premier ministre, au-delà de Sivens, ma question est simple. Comme l'ont dit 5000 manifestants pacifiques dans les rues d'Albi, la liberté des élus de démocratiquement décider est-elle toujours sanctuarisée? La démocratie locale peut-elle ainsi, sans réaction, être bafouée? La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le Président, monsieur le député Sivens, c'est un sujet, un dossier difficile. Donc, qui a besoin du sang-froid et du sens de responsabilité de chacun. Vous le savez, aujourd'hui, les différents partenaires de ce projet, quelles que soient leurs opinions par rapport à cet ouvrage, ont repris les discussions. Les experts sont venus sur le territoire, mais venez-y, venez aux réunions, monsieur le député, vous y êtes bienvenus, avec le député Valax qui est ici présent. Venez aux réunions, il y a déjà eu 2 réunions qui ont commencé à dégager un certain nombre de propositions. Une 3e aura lieu prochainement et je prends ici l'engagement, non pas d'enterrer, comme vous le dites, le projet qui doit se réaliser d'une façon ou d'une autre et pour apporter aux agriculteurs l'eau dont ils ont besoin et pour apporter au débit d'étiage du Tescou l'eau dont l'environnement a besoin. Nous prendrons donc nos responsabilités en appui bien évidemment sur le Conseil général qui est maître d'ouvrage de cette opération et j'espère avoir des propositions à vous faire en accord avec les autorités locales avant la fin de cette année, mais vos propositions seront bienvenues. Merci madame.
La parole est à Monsieur Fernand Siret. Alors ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne le projet de loi pour la croissance et l'activité et ses conséquences sur les professions réglementées en particulier, telles que celles des huissiers de justice et des notaires, et plus particulièrement celle de la profession d'avocat. Ces dernières semaines, de nombreux représentants de ces professions ont manifesté leur inquiétude sans être entendus. Leurs préoccupations sur l'avenir même de leur profession sont pourtant plus que légitimes. En effet, prenons pour exemple les dispositions relatives aux avocats. Elles sont prévues dans ce texte et elles mettent à mal notre système juridique et judiciaire et les fondements même de cette profession. L'indépendance et le secret professionnel. La création des avocats d'entreprise les mettra en péril puisqu'elle impliquera un lien de subordination. La postulation territoriale supprimée permettra aux gros cabinets de s'implanter dans des territoires fragilisés et entraînera in fine la mort des cabinets de province et une désertification juridique. Enfin, le traitement humain et adapté des dossiers des justiciables sera mis à mal par l'obligation de rentabilité induite par la financiarisation des professions juridiques avec l'intégration des capitaux extérieurs. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, sur des décisions aussi importantes pour ces professions, aucun débat démocratique au sein du Parlement n'est prévu, puisque vous envisagez simplement de passer ces dispositions par voie d'ordonnance. Comment, Monsieur le Premier ministre, avez-vous pu prévoir ces orientations sans même avoir reçu tous les professionnels, notamment ceux de l'ordre des avocats, et sans même avoir pris en considération leurs revendications? Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, envisagez-vous un tel texte inadapté, notamment aux exigences d'un système juridique indépendant et proche des justiciables? Les mesures économiques que vous venez de prendre pour amoindrir les coûts de fonctionnement de l'État... La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer le fond du sujet dont vous venez de parler. Je veux peut-être ici, puisque vous m'y invitez, revenir sur la méthode. D'abord, nous avons longuement consulté et reçu les différentes professions du droit qui sont concernées par cette réforme. J'ai reçu, avec Christiane Taubira, chez la garde des Sceaux, ces différents professionnels. J'en ai revu pour certains. J'étais à ces réunions, contrairement à beaucoup d'entre vous. Donc je peux vous dire qu'elles sont à mon agenda, que je les ai vues, je les ai revues, mon cabinet les a vues. Donc il y a eu un processus de consultation véritable. Maintenant, Mesdames, Messieurs les députés, la consultation, ça n'est pas l'immobilisme. Et je vous confirme qu'ils n'étaient pas tous d'accord et qu'ils ne sont pas tous heureux. Ça ne veut pas dire que nous ne devrions rien faire. Sinon, je crains que peu de lois seraient votées. Donc la consultation a été faite et elle continue. Le deuxième point de méthode, c'est que ce dont vous parlez et ce contre quoi beaucoup manifestent aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un texte qui ait quelque valeur que ce soit. Ce sont des fuites qui ont été faites dans la presse ou sur Internet. Dans quelle démocratie vivons-nous si il faudrait maintenant réagir devant la représentation nationale sur des textes qui n'ont pas de statut? Nous serions toujours à courir après les fuites des uns ou les fuites des autres. Troisième point, il y a un dialogue et un vrai travail parlementaire qui est en cours. Il a été conduit par le député Richard Ferrand pour le compte du Premier ministre sur justement ce sujet. Il a rendu ses conclusions. Elles sont très constructives et elles alimenteront le travail du gouvernement. Et il y a la mission conduite par Madame Untermaier, vice-présidée par le député Houillon, qui, là aussi, conduit un travail important de concertation. Enfin, devrais-je vous rappeler que c'est une fois déposé en Conseil des ministres qu'il y aura un texte qui viendra au Parlement, parce qu'il y aura un temps du débat parlementaire, mais ce temps viendra au bon moment, et ça n'est pas celui-ci. Merci. La parole est à Madame Colette Capdevielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, tout d'abord, je voudrais, au nom de la représentation nationale, féliciter nos forces de l'ordre qui, hier encore à Paris, ont su montrer par leur courage les risques pris pour protéger et sauver les vies de nos concitoyens. Les chiffres de la délinquance pour 2014 méritent d'être donnés, tant ils sont éloquents. Les vols à main armée ont régressé de 14,8% avec une baisse record de 34,4% à Marseille. Baisse également pour les cambriolages, les violences crapuleuses et les homicides. Volonté politique forte du ministère de l'Intérieur, l'inflexion de la délinquance lourde est aussi le fruit du travail
partenariale menée par nos forces de police et de gendarmerie, spécialement dans les zones sensibles et de sécurité prioritaire. Les violences sexuelles, malheureusement, ne suivent pas le cours de cette inflexion. Leur augmentation est à mettre en perspective avec les politiques publiques volontaristes portées et votées par notre majorité. La mise en œuvre de moyens conséquents en faveur de la prévention pour les victimes facilite pour elles la dénonciation de faits graves. Monsieur le ministre, la délinquance, quelle qu'elle soit, impacte le moral de nos concitoyens. C'est pourquoi nous leur devons d'être honnêtes et précis sur les chiffres avancés, autant que sur les politiques publiques menées. Depuis 2012, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales émettait des réserves sur ses propres chiffres. Pour remédier à ce problème, vous avez souhaité mettre en place le service statistique ministériel de sécurité intérieure, qui se trouve aujourd'hui très paradoxalement critiqué. Cette initiative est frappée d'une suspicion par les détracteurs de votre action, alors même que si rien n'avait été fait, cela vous aurait été reproché. Afin de lever les doutes qui pèsent injustement sur la probité de votre action, monsieur le ministre, en matière de sécurité intérieure, pourriez-vous redire à la représentation nationale en quoi ce nouveau service garantit la meilleure transparence en matière de critères, de comptage, de chiffres de la délinquance? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la députée. D'abord, je voudrais m'associer aux propos que vous venez de tenir concernant les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre, avec beaucoup de courage et beaucoup de maîtrise, ont réussi hier à éviter qu'un drame ne se produise au terme d'un vol à main armée qui s'est produit place Vendôme. Deuxièmement, je voudrais, comme vous, insister sur les progrès qui ont été accomplis au cours des derniers mois concernant la lutte contre la délinquance. D'abord, il est incontestable que le service statistique ministériel qui a été mis en place sous l'égide de l'INSEE permet désormais au ministère de l'Intérieur d'avoir un dispositif extrêmement fiable et totalement transparent de statistiques de la délinquance et qui permettra d'ailleurs au Parlement d'avoir un véritable outil d'évaluation des politiques publiques. Ensuite, nous avons fait de la lutte contre la délinquance une priorité. Comment ? Nous avons d'abord décidé de mettre fin à la diminution des effectifs. Nous avons décidé aussi de donner aux forces de sécurité les budgets dont elles ont besoin pour accomplir leur mission, alors qu'au cours des 6 dernières années, le budget d'investissement des forces de police et de gendarmerie qui permet d'investir dans les véhicules, les commissariats, les casernes avait diminué de 17%. C'est une augmentation de 9% que nous avons actée dans le budget 2015. Et cela donne des résultats. Je vais donner quelques chiffres. Moins 4% en matière de lutte contre les cambriolages, des résultats en matière de vol liés à l'automobile qui sont très bons puisque nous passons pour la première fois sous la barre des 9000 actes par semaine alors que nous étions au-delà de 12 000 il y a quelques mois, une diminution de 15% des vols à main armée, une diminution de 10% des violences crapuleuses. Il reste 2 domaines sur lesquels nous devons mettre l'accent. Le premier est celui de la grande délinquance économique et financière. Nous allons mettre le paquet sur la cybercriminalité et aussi les violences intrafamiliales qui ont justifié hier d'une réunion avec Marisol Touraine, la garde des Sceaux, pour essayer notamment de faire en sorte que les violences faites aux femmes soient maîtrisées désormais. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Sophie Rofrich. Monsieur le Premier ministre, l'enseignement supérieur français est un des ultimes facteurs de rayonnement de notre pays. Nous avons, depuis 2005, collectivement accepté de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche une priorité nationale. Plusieurs milliards d'euros sont venus traduire concrètement ce choix fort, au travers des pôles de compétitivité, du plan campus, du programme investissement d'avenir, des contrats de projet successifs dans lesquels le volet enseignement supérieur a toujours constitué une priorité. Dans le programme du candidat Hollande, les universités étaient prioritaires et devaient voir leurs moyens renforcés grâce à de nouveaux contrats d'objectifs et de financement. Or, abandonnant sa promesse et cette priorité nationale, stratégique pour l'avenir du pays, le gouvernement a déclassé l'université, l'a assimilée à un acteur public classique, soumis à une disette généralisée, rendue évidemment nécessaire par les impérities d'un État bien trop dépensier. Dans le coup de rabot imposé à l'ensemble des acteurs publics, l'université n'est pas un acteur comme les autres. Elle ne peut subir à la fois le gel de ses dotations et un abaissement de la ligne budgétaire qui lui est consacrée. Dans le projet de loi de finances 2015, les universités perdront au bas mot 160 millions d'euros et l'émotion est très grande parmi les acteurs concernés. Des bruits de couloir font même craindre une ponction du fonds de roulement des universités vertueuses, ce qui serait évidemment dramatique et stopperait net les investissements en cours.
Monsieur le Premier ministre, pensez à la France. Un État stratège doit savoir faire des choix et ne doit pas oublier que son avenir dépend exclusivement de la qualité de la formation de sa jeunesse. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Rofrich. Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche a été une priorité depuis le début de ce quinquennat, avec une augmentation nette de 600 millions d'euros, y compris après la légère diminution dont il a fait l'objet, à la suite de la décision prise par la majorité de cet hémicycle d'engager des dépenses nouvelles en première lecture budgétaire. Cette diminution de crédit s'élève à 70 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et à 35 millions pour la recherche. Et ce qui fait que sur ce budget de 23,3 milliards d'euros, il y a une baisse de 0,2%. Mais le plan campus a été rendu opérationnel alors même qu'il était bloqué par vos procédures absurdes et dogmatiques. Mais le PIA 2 a permis de développer les projets et de les accélérer parce que là aussi ils étaient bloqués par trop de technocratie et par trop de rigidité. Mais nous avons maintenu l'effort pour la vie étudiante parce que l'avenir c'est la jeunesse et que nous avons voulu afficher notre priorité pour les étudiants. Les efforts en direction des universités, que je remercie d'avoir amélioré leur gestion, mutualisé leurs services au cours de ces 2 dernières années, vont être poursuivis avec 36 millions d'euros supplémentaires pour les aider à redresser leur budget qui a été aggravé au moment du passage à l'RU, qui n'avait pas pris en compte le GVT. Nous allons continuer à embaucher dans la recherche, alors même qu'il y a moins de départs à la retraite. Donc oui, la priorité est maintenue, mais oui, nous sommes solidaires des efforts collectifs. Et oui, je me demande comment vous allez opérer vos 150 milliards d'économies si vous ne faites pas d'économie générale. Nous ne faisons pas d'économie sur le dos de la jeunesse et de l'avenir. Nous continuons la priorité pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et collectivement, nous devons soutenir cet effort et nous en réjouir. Merci, Madame. La parole est à Madame Luspan. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la Ministre, en décembre 2013, l'épidémie Ebola débute en Guinée. Dès 2014, elle s'étend rapidement en Afrique de l'Ouest. Le 8 août, l'Organisation mondiale de la santé décrète un état d'urgence international. On estime aujourd'hui que plus de 15 000 personnes ont été infectées et que près de 5 500 en sont décédées. Ce virus se propage rapidement dans un monde où les déplacements sont intenses. La France a réagi immédiatement. Vous avez mis en place un dispositif de communication transparent autour des données dont nous disposons. Le gouvernement a installé une cellule dédiée à la lutte contre Ebola et vous avez pris des mesures importantes comme les contrôles dans les aéroports. À la demande du président de la République et du Premier ministre, la France s'est dotée d'un grand plan de lutte contre Ebola pour se préparer à tous les scénarios éventuels. Vous avez réuni avec le ministre de l'Intérieur, les préfets et tous les directeurs des agences régionales de santé afin que les territoires aient les moyens de réagir. Je sais que vous mobilisez et soutenez les personnels concernés afin que nous soyons prêts en cas de besoin. Je tiens d'ailleurs ici à les saluer particulièrement pour leur engagement. Madame la Ministre, vous avez mis en place un plan à destination des décideurs, des personnels de santé, des Français, qu'ils soient à l'étranger ou en France. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce plan ? Merci, Madame. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Luspan, oui, l'épidémie d'Ebola continue de progresser. Et les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont touchés enregistrent jour après jour de nouveaux décès. Vous avez parlé de 5 500 personnes déjà décédées. Et nous savons que malheureusement, ce nombre est largement sous-estimé. Face à cette situation qui nous préoccupe, puisque de nouveaux foyers continuent d'apparaître, je pense par exemple au Mali, la France s'est mobilisée d'emblée. Et vendredi, j'accompagnerai le président de la République qui se rendra en Guinée pour marquer le soutien et l'engagement de la France. En Guinée, des forces de sécurité civile, des réservistes sanitaires sont en place, un centre de traitement
a ouvert au milieu de la forêt depuis le 15 novembre dernier sous la responsabilité de la Croix-Rouge. 2 nouveaux centres de traitement vont ouvrir, un spécifiquement dédié au personnel de santé. Mais en France aussi, nous agissons. Je me réjouis qu'un personnel de l'UNICEF qui a été soigné en France ait pu repartir guéri. Et je veux saluer le professionnalisme, une fois de plus, des équipes de l'hôpital Bégin. En France, des exercices sanitaires ont eu lieu dans tous les services d'urgence et dans les SAMU. Les préfets et les agences régionales sanitaires sont coordonnés et le coordonnateur national, le professeur Delfrécy, fait en sorte que la mobilisation de tous les services soit au rendez-vous. Vous le voyez, Madame la députée, la France répond présent à l'étranger. La France a mis en place un plan pour faire face à d'éventuels cas d'Ebola qu'il n'y a pas actuellement sur le territoire national. Face à cette épidémie majeure, nous sommes préparés. Si la séance des questions au gouvernement est terminée, la séance est suspendue.